Je m'appelle Henri Chausson. J'avais 21 ans en 1939. À l'époque, j'étais instituteur depuis un an. Dès que j'ai été appelé sous les drapeaux, j'ai été envoyé à l'école militaire. Et je suis sorti aspirant d'infanterie en avril 1940. À partir de là, j'ai repris, je suis revenu à la vie civile et j'ai eu un poste donc d'instituteur dans la région de Saint-Donat, dans le nord de la Drôme, un petit village qui s'appelle Marsat. Et très vite, mes sentiments sont allés vers la résistance qui était encore à l'époque tout à fait à ses débuts. Et je crois que l'élément dominant a été une circulaire administrative que j'ai reçue et qui nous demandait, sans doute à tous les fonctionnaires de l'époque, si nous avions des parents juifs, des grands-parents juifs, des juifs dans la famille. J'ai trouvé ça absolument excessif. Bon, c'était l'indice d'une perte totale des libertés fondamentales. Et très vite, j'ai cherché à entrer en contact avec des résistants. Au début, ce n'était, d'ailleurs, en tout temps, ça n'a pas été chose facile, parce qu'il fallait faire très attention à qui on s'adressait. On ne savait jamais si on n'allait pas tomber sur quelqu'un qui allait vous dénoncer. Mais par l'intermédiaire d'un cultivateur de Marsat, le village où j'étais, j'ai été mis en contact avec l'ancien instituteur de ce village qui avait enseigné dans cette école au début des années 20, à son retour de l'armée. Il était à ce moment-là, en 1940, il était professeur au collège technique de Romans. Il s'agit du capitaine de réserve André Vincent Baume, qui a été mon premier chef dans la résistance. Cette entrée dans la résistance, vous la recherchez à quelle époque? Alors, le premier contact que j'ai eu avec Vincent Baume se situe vers le début de l'été, vers le mois de mai environ, 1942. Et ma première activité, à l'époque, il y avait encore très peu d'activité dans la résistance. C'était encore une ébauche de résistance. Ma première activité a été la diffusion de journaux clandestins. J'en ai conservé quelques-uns, alors que normalement je n'aurais pas dû le faire, parce que il était très dangereux d'avoir des journaux chez soi, bien sûr. Il fallait tous les distribuer, mais le hasard a voulu que certains échappent, et je les ai retrouvés par la suite. J'ai donc encore chez moi des journaux clandestins dont on parle dans le livre que nous avons écrit. Et comment ça se passait, cette diffusion? Vous allez chercher alors là on tâtait le terrain pour savoir quelles étaient, il fallait tâter le terrain pour savoir quelles étaient les personnes qui étaient favorables à la résistance. Et on distribuait des journaux en chargeant à eux de les transmettre de leur côté. Il fallait faire très attention. À l'époque, le fait d'être pris à diffuser des journaux, c'était la déportation. Vers la fin, on était fusillé. C'était la mort, immédiatement. Comme autre activité, il y a eu le ravitaillement des premiers camps de réfractaires au Vercors. Alors ça se situe à partir du début de l'année 43. En effet, lorsque apparut le décret créant le STO. Certains jeunes, ne sachant pas à qui s'adresser, sont partis en Allemagne, très peu. D'autres se sont planqués comme ils ont pu. Et parmi les travaux de résistance de l'époque, nous avions à chercher le plus possible à planquer ces réfractaires au STO, soit
dans des fermes de la région, parce que dans beaucoup de fermes, le mari ou le fils était prisonnier de guerre, et on avait besoin de bras pour travailler. Ou alors, on les envoyait au Vercors, mais à l'époque, ils n'étaient pas armés. C'était des camps où on leur faisait fabriquer du charbon de bois. On les planquait dans des fermes au Vercors où ils faisaient de l'élevage. Par exemple, c'est le cas de Pierre Lefort, qui, lyonnais, n'avait jamais vécu à la campagne et qui a appris à traire des vaches et à faire le foin. Ces volontaires, ces réfractaires au STO, fourniront de solides contingents de volontaires par la suite. On ne les obligeait pas. Personne n'était obligé de rentrer dans la résistance. Mais la plupart, dès le débarquement, formeront les premiers maquis de résistants. Donc, autre activité, avant les premiers parachutages, qui ne datent que de la fin de l'été 1943, le besoin se fait sentir d'explosifs, besoin d'explosifs. Ne serait-ce que pour miner les routes ou faire tomber des rochers pour barrer les patrouilles qui allaient rendre des visites au Vercors. Et j'avais mis au point un explosif qui n'a jamais été homologué, bien sûr, et donc je n'ai confié la composition à personne pour des raisons faciles à comprendre. Et j'avais reçu la mission officielle du Vercors qui venait pour lequel le plan Montagnard venait de se constituer. En effet, le plan Montagnard qui devait organiser tout le Vercors dans la résistance ne date du début 1943. Cette fabrication d'explosifs a donné lieu à des incidents maintenant assez drôles, parce que j'ai failli faire sauter l'école de Marsat au cours d'une expérience par mégarde, le bout de mon allumette, parce que je faisais des essais. Chaque fois que je fabriquais un peu de poudre, j'en mettais un peu sur une feuille de carton pour savoir si la composition était bonne, parce que je ne savais pas trop la composition qu'il fallait adopter. Je faisais ça au pifomètre, je n'avais pas d'appareil de mesure, mais j'avais remarqué que un explosif pouvait être d'autant plus efficace lorsque la combustion était extrêmement rapide et ne laissait pas de dépôt sur le support, aucun dépôt solide. Et à un moment donné, le bout de mon allumette est tombé dans une boîte qui était sous la cheminée et dans laquelle se trouvaient déjà plusieurs kilos d'explosifs, et pouf, toute la gaine de cheminée est tombée, depuis le manteau jusqu'au plafond. Et cette gaine passait au-dessus dans la mairie de la commune. Et il y avait à l'époque 2 secrétaires de mairie, 2 sœurs. Et l'une d'elles, la plus jeune, m'avait dit, vous savez, quand vous allumez votre fourneau au rez-de-chaussée, vous remplissez la fumée de la salle de la mairie de fumée, parce que cette gaine était toute fissurée, aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage. Je lui ai dit, écoutez, dites à monsieur le maire de faire réparer cette gaine, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Ah, il m'a dit, je lui en ai parlé, mais il m'a dit que ça peut attendre. Bon, alors la gaine, donc je fais sauter la gaine de la cheminée, et je vais voir le maire pour lui dire, écoutez, voilà, monsieur le maire, je rentre chez moi, j'ouvre la porte d'un coup sec, et la pelle d'air a fait tomber la gaine de la cheminée. Il l'a cru, bien sûr. Pourquoi n'aurait-il pas cru? Alors, il a fait réparer la gaine. Et alors là, le mot de la fin appartient à la secrétaire de mairie, qui m'a dit le lendemain, ah, il ne voulait pas le croire que la gaine était mauvaise. Eh bien, il est bien obligé de le croire maintenant. Alors, cet explosif, nous le fabriquions le soir, chez moi. J'étais célibataire à l'époque.
Je logeais à l'école, au-dessus, au premier étage, et avec mon équipe, moi je dosais, l'un écrasé, l'autre touillé, mélangé, enfin nous étions 4 ou 5 à fabriquer cet explosif. Et on peut savoir de quoi il était fait, constitué? Ah non, je ne le dis pas. Ah, vous le dites pas. Non, non. Non, parce que ça risquerait d'être exploité par la suite, vous comprenez? Alors, autre activité, alors ça qui m'avait été... Excusez-moi. Cachez votre visage avec la feuille de papier. Pardon? Oui, Ah, voilà. oui. Parce que sinon, on voit Oui, plus oui. votre... D'accord. Autre activité, Attendez, ces explosifs, alors, vous les avez installés à quel endroit? pardon, Des explosifs, vous les avez mis à quel endroit? je les envoyais au Vercors. Je les envoyais au Vercors dans des boîtes de biscuits bruns, des boîtes métalliques, parce qu'elles avaient l'avantage de pouvoir être fermées hermétiquement à l'aide de Chatterton. Et dans une boîte, il en avait, je ne sais pas moi, une vingtaine de kilos. Et je les envoyais par une dame qui s'appelait Suzanne Sirot, nous appelions Madame Suzanne, et qui, elle, une femme extrêmement courageuse, une infirmière, une ancienne infirmière de Romans, qui s'était lancée dans la résistance et qui conduisait elle-même la camionnette, qui transportait des vivres au Vercors. Parce que les réfractaires au STO, du fait qu'ils avaient été convoqués, n'avaient plus droit aux cartes d'alimentation. Par conséquent, il fallait trouver des moyens pour nourrir ces gens-là. Et Madame Suzanne Sirot, Madame Suzanne, donc c'est elle qui convoyait, qui conduisait la camionnette, qui montait toutes les semaines au Vercors. Et c'est elle qui donc emportait mes boîtes d'explosifs. Alors, autre activité, le recrutement de volontaires. Alors là, je m'adressais. Alors là, il fallait prendre beaucoup de précautions. C'est-à-dire qu'au début, donc, vous entrez dans la résistance, vous avez rapidement donc 2 ou 3 compagnons, Oui. c'est ça? Et à partir donc de ce noyau constitué de vous et de ces 3 compagnons, vous essayez de trouver d'autres personnes. Oui, alors, et puis alors, à Saint-Donat, chef-lieu de canton, j'avais également des contacts avec 3 résistants. Il y en avait d'autres, mais je les ai connus qu'après, parce que tout était très cloisonné. Par exemple, dans le nord de la Drôme, il y avait une dizaine de compagnies. Je n'ai connu l'existence que d'une seule avant le 6 juin, la compagnie Monod à Saint-Sorlin en Valoir. On pensait qu'il était très dangereux on ne publiait pas sur les toits le fait de constituer une compagnie, de recruter des gens. Alors, moi, avec mon noyau, par l'intermédiaire de ces camarades qui connaissaient eux aussi des volontaires pour la résistance, j'ai peu à peu recruté l'effectif d'une compagnie, enfin d'une petite compagnie, de 110 hommes environ. Et du coup, comment se faisait le recrutement? Est-ce qu'il y avait des mises à l'épreuve? Ah non, c'est pas possible. Comment vous avez... Il m'est arrivé d'en mettre quelques-uns à l'épreuve, mais la plupart de ces volontaires que je recrutais, je ne les connaissais pas. Parce qu'ils avaient été recrutés par l'intermédiaire de mes agents, les recruteurs. Et à mesure que mon effectif augmentait, je recevais des armes au prorata donc du nombre de volontaires. Je n'ai jamais participé directement à des parachutages. Il y avait des équipes spéciales pour cela, qu'on appelait la SAP, le service d'atterrissage et parachutage. Mais j'ai fait du transport d'armes ça se faisait uniquement la nuit, par un de mes camarades qui était cultivateur. L'opération se faisait à l'aide d'un charreton, d'une charrette à roues caoutchoutées, un cheval, ça ne fait pas de bruit, ça passe par tous les chemins,
Et nous transportions les armes de nuit. Et elles arrivaient donc, celles qui m'étaient destinées arrivaient chez moi. Nous les planquions dans une grotte, vous voyez, nous les cachions évidemment. Lorsque le débarquement a eu lieu le 6 juin, j'avais un armement complet pour mes 110 hommes, constitué, est-ce que je peux donner la liste, ça vous intéresse? J'avais une mitrailleuse Hotchkiss française, calibre 8 mm, considérée à l'époque un peu comme l'arme lourde, si vous voulez. 2 mitrailleuses légères américaines, Browning, un fusil mitrailleur anglais, le Bren. J'avais 50 fusils de guerre anglais ou américains, 50 mitraillettes Sten, quelques pistolets, quelques revolvers, quelques carabines américaines également. En tout, j'avais, et puis alors beaucoup d'explosifs. Alors à ce moment-là, nous en recevions, j'avais plus besoin de fabriquer des explosifs. Nous recevions du plastique, du 808, des grenades Gamon qui étaient à monter nous-mêmes parce qu'elles étaient tellement dangereuses que même dans les armées régulières, on n'en distribuait pas. Il n'y avait que la résistance, les commandos en Europe qui recevaient ces grenades, mais démontées en 4 parties, parce qu'elles étaient extrêmement dangereuses à partir du moment où on réunissait les quatre morceaux pour en faire une grenade. Et d'ailleurs, il y a eu de très graves accidents à cause de ces grenades qui éclataient très facilement. Mais elles étaient extrêmement dangereuses et très utiles, surtout en montagne. À côté de ceci, je participais avec le capitaine Vincent Baume, le premier chef avec qui j'ai travaillé, à, comment pourrais-je dire, l'implantation future des unités au Vercors. Nous sommes en 1943. Nous ne savons pas du tout s'il y aura un débarquement, et quand et où, pas du tout. Mais déjà le plan Montagnard existe. Il a été adopté par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, peut-être avec beaucoup de réticence, mais enfin il a été adopté. Et avec le capitaine Vincent Baume et son équipe, nous montons au Vercors de temps en temps, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ou tous les mois. Nous allons passer un week-end sous prétexte de faire du tourisme ou des recherches de géologie, vous voyez, sans armes bien sûr, l'été en short et chemisette. Hein. Nous montions en camionnette pour éviter la fatigue de la montée, et nous redescendions à vélo parce que nous emmenions avec nous les vélos dans la camionnette. Ce qui fait que, au cours de 1943, toute l'année, nous avons parcouru le Vercors, quartier par quartier, canton par canton, pour savoir où on implanterait des unités qui défendraient le centre du dispositif. Moi, je savais par exemple que ma compagnie se trouverait dans ce qu'on appelle la montagne de l'Écharason, qui est une espèce d'éperon qui surplombe la route avant d'arriver à Comblaval. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de la route de Comblaval, qui est une route absolument remarquable, taillée à flanc de montagne, et qui domine par un pic vertigineux le fond de la vallée. Et là, à l'Écharason, quel que soit l'effectif que je pourrais mettre en place, je pouvais interdire complètement le passage de troupes allemandes par cette route. Parce que sur la droite en montant, c'était le rocher vertical. Sur la gauche, c'était la pique également. Par conséquent, avec des grenades Gamon, avec des bazookas, vous savez, les lance-roquettes, avec quelques mitrailleuses, les Allemands n'auraient jamais pu passer par là. Malheureusement, par la suite, lorsque nous sommes montés au Vercors, on nous a mis ailleurs, de
ma compagnie a été mise dans un autre lieu, à Rochidar, et ce qui, à mon avis, était une erreur. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Participation donc aux réunions du travail au Vercors. Il y a eu même en 1943, en particulier, une réunion extrêmement importante. Je crois que c'était au mois d'août 1943, au début du mois d'août, au Puy d'Arbounouse, qui se trouve à 5 km à l'est de la Chapelle-en-Vercors. Là, c'était une réunion très importante. Nous étions sous des tentes, nous étions tous ceux qui avaient une responsabilité, si petite soit-elle, se trouvaient présents pour mettre au point justement la défense du Vercors le jour où le débarquement aurait lieu. En novembre 1943, il y a eu à Marsat également une réunion très importante des chefs d'état-major. Pourquoi avait-il choisi ce petit village de Marsat, près de Saint-Donat? Eh bien, parce que le capitaine Weissenbaum donc connaissait très bien Paul Richard, qui était son ancien élève, puisque Weissenbaum avait enseigné en 1920 et quelques, avait enseigné quelques années comme instituteur à Marsat. Et la réunion de l'état-major du Vercors se tenait dans cette ferme de nuit. Je crois qu'à l'époque, personne dans le pays ne l'a su. Et Pierre Richard, c'était un de vos compagnons. Paul Richard. Paul Richard. C'est par lui que j'ai connu Weissenbaum. C'était un cultivateur de Marsat qui a eu le courage, dès 1941, de dresser un mât dans la cour de sa ferme. Et les 14 juillet et 11 novembre, il montait le drapeau. Et lorsqu'on amenait le gros gerbier à l'air, à l'époque on battait le blé à la batteuse, donc tout le blé était rassemblé sur l'air, près de la ferme. Et quand le gerbier, dans le pays on appelle ça une gerbière, une pointe, quand la gerbière était en place, à l'extrémité, il mettait 2 perches en forme de V et au milieu une croix de Lorraine. Il fallait avoir le courage de le faire en 1941. Alors c'est par son intermédiaire donc que j'avais connu le capitaine Weissenbaum. Autre activité, parce que tout ça ne me prenait pas tellement de temps finalement. Et cette réunion donc à Arbounouse, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien là à Arbounouse, nous avons mis au point, si vous voulez, la tactique, ce qu'il faut, comment je peux dire, les implantations des unités, l'organisation du Vercors, et également la présentation d'armes américaines ou anglaises que nous ne connaissions pas. Et nous en avions déjà reçu, moi j'en avais déjà des armes à cette époque, mais souvent nous ne connaissions pas le fonctionnement des armes anglaises et américaines. En France, moi j'étais officier de réserve, je connaissais les armes françaises, c'est tout. C'était une réunion extrêmement importante qui a duré donc le samedi et nous sommes repartis le dimanche soir. Autre activité, le renseignement. Je pense d'ailleurs que ça devait exister dans toute la France. Et je suis persuadé qu'à Londres, aussi bien le BCRA anglais que le 2e bureau français devaient être parfaitement au courant de tout ce qui se passait en France occupée, ou même dans la zone sud qui a été occupée à partir de l'après 1942, il existait toute une infrastructure de renseignement. Et le capitaine Weissenbaum, toujours lui, était le chef d'un réseau qu'on appelait le réseau Nestlé Andromède. Ce serait trop long à expliquer pourquoi il s'appelait comme ça. Et ce réseau était divisé en secteurs qui avaient des noms de vents. Alors il y avait Mistral, il y avait la Bise, il y avait la Tramontane, il y avait la Tornade. Vous voyez, tout ça parce que, évidemment, ça ne voulait rien dire quand on n'était pas au courant. Et Weissenbaum recrutait des agents.
des agents de renseignement, mais toujours, pour des questions de sécurité, c'était extrêmement cloisonné. Et moi, par exemple, j'ai été recruté pour le nord de la Drôme. J'ai su longtemps après, très longtemps après, que dans le centre, c'était un sous-préfet. Dans le sud de la Drôme, c'était un autre sous-préfet. Mais il y en avait peut-être d'autres que je n'ai pas connus. Dans l'Ardèche également, parce que je crois que son secteur couvrait la Drôme et l'Ardèche. Et nous avions donc comme mission de recueillir des renseignements, souvent d'ailleurs à la demande de Londres. Lorsque j'ai été recruté, Vincent Baume me dit, vous allez avoir un pseudonyme qui sera uniquement réservé à votre travail du deuxième bureau, et qu'il sera donc connu que de moi, de vous. À Londres, on saura qu'il existe un agent qui s'appellera Aspirant Pat, c'est le nom que m'avait donné Vincent Baume, mais personne ne saura qui est Aspirant Pat. Exception faite, et bien après, ma fiancée, qui est ici, savait qui était l'Aspirant Pat. Et alors je recevais des missions de renseignement, j'en ai fait plusieurs. Je n'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, hein, parce que nous arrivons en 1944, et la plus importante que j'ai faite, c'est des renseignements sur le camp de Chambaran. Dans le nord de la Drôme, tout à fait dans le nord de la Drôme, il existe un camp de tir, un champ de tir d'artillerie, qui existe depuis très longtemps d'ailleurs. L'armée française l'a dû localiser, je pense, peut-être après la guerre de 14-18, peut-être avant, je ne sais pas, j'ignore complètement. Je le connaissais parce que quand il n'y avait pas de tir, alors l'armée française envoyait donc des unités d'artillerie faire des exercices de tir. C'était un camp destiné uniquement à faire du tir, des exercices de tir. Bon, le camp était très long, il était à cheval sur le nord de la Drôme et sur l'Isère, le département d'Isère. Je le connaissais parce que, avant la guerre, bien avant la guerre, parce qu'il m'est arrivé avec ma famille d'aller cueillir du muguet au mois pour le 1er mai, ou alors des champignons. Et il y avait quelques bâtiments en dur qui devaient loger les officiers, je suppose. Il y avait même un café dans Signe qui tenait également bazar, vous voyez, pour les soldats qui voulaient acheter des cigarettes ou différents objets. Mais, pendant l'occupation, le camp a été occupé par les Allemands. Et il existait entre le camp de Chambaran et la ville de Saint-Vallier-sur-Rhône, le long de la vallée de la Galaure, sur la longueur de la vallée de la Galaure, une ligne téléphonique installée par les Allemands. Et cette ligne inquiétait beaucoup Londres. Parce qu'en effet, les Allemands disposaient librement, pendant l'occupation, de notre réseau téléphonique, c'est évident. Hein, ils étaient les maîtres, et quand ils avaient besoin de téléphoner, ils se servaient de notre téléphone. Donc, il fallait savoir pourquoi il y avait une ligne, et savoir exactement d'où elle partait et où elle arrivait. Bon, moi, je savais qu'elle arrivait à Saint-Vallier, je savais qu'elle partait du camp Chambaran. J'ai donc, ma première mission a été de reconnaître les deux extrémités. Ça s'est passé facilement. Est-ce que... On peut en parler, oui. Je peux en parler. Oui, oui. À Saint-Vallier, Allons-y. Oui, alors ma première mission concernant cette ligne téléphonique a été à Saint-Vallier-sur-Rhône. Je savais que la ligne arrivait dans un hôtel qui existe toujours, qui existe depuis longtemps, qui s'appelait à l'époque l'hôtel de la Poste et du Sauvage.
la poste étant l'ancienne poste des diligences, avec derrière l'hôtel une immense écurie où l'on pouvait mettre les chevaux de poste, c'est-à-dire que l'on changeait à chaque étape. Et je savais que la ligne téléphonique arrivait là, qu'il y avait des Allemands dans cet hôtel. Je savais aussi que l'hôtel était réquisitionné par les Allemands et interdit aux Français, aux civils, aux Français. Il fallait quand même que j'y rentre. Alors j'arrive à vélo le soir, il y avait le couvre-feu à l'époque. Et j'ai joué le naïf qui se laisse prendre par le couvre-feu. Je pose mon vélo contre le mur et je rentre dans cet hôtel. Il y avait le patron ou le gérant, j'ignore s'il était propriétaire ou gérant. Il était tout seul dans la pièce, il n'y avait absolument personne d'autre. Et je lui dis, voilà, je vous demande un service. Le couvre-feu vient de sonner et je suis pris par je ne peux plus continuer à me déplacer en ville. Est-ce que vous avez une chambre? Il me dit, oui, j'en ai des chambres, c'est pas ce qui manque. Mais vous savez que l'hôtel est interdit aux civils, il est réquisitionné par les Allemands. Je lui dis, alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, il me dit, écoutez, attendez, les Allemands vont rentrer du travail dans 10 minutes, un quart d'heure, et le commandant du groupe est un adjudant-chef allemand, c'est un brave homme, c'est un réserviste, plus très jeune, et c'est un brave homme, et il acceptera que vous passiez la nuit ici. Exactement ce qui s'est passé. Les Allemands arrivent, l'adjudant-chef tout de suite dit, pas de problème, hein, il accepte que je couche dans cet hôtel. Bien sûr, je lui ai offert à boire. Ça m'a coûté d'ailleurs très cher. Seulement, je savais que les frais me seraient remboursés, bien sûr. Et nous avons bavardé, nous avons dîné ensemble. J'ai commandé du vin, un des meilleurs vins de la région. Hein. Si bien que ça s'est très bien passé. Nous étions tous un petit peu, vous voyez, dans les vignes du Seigneur, et l'adjudant-chef en particulier, parce que, alors lui, il aimait le bon vin. Et alors là, il était tellement ému de trouver un Français qui consente à parler avec eux, parce que à Saint-Vallier-sur-Rhône, les gens ignoraient complètement les Allemands, ne leur parlaient pas. D'abord de peur de se compromettre, ou alors simplement parce que c'était l'ennemi. Voilà cet adjudant-chef qui trouve un Français qui consent à bavarder, à parler. Alors, on a parlé de la guerre, on a parlé des restrictions. Je lui ai dit, moi, ce qui me coûte le plus, c'est le manque de cigarettes. Oh, il me dit, j'en ai. Alors, il envoie un de ses hommes chercher une cartouche entière de cigarettes allemandes, d'ailleurs infectes. C'est vraiment pas bon à fumer. Enfin, c'était quand même des cigarettes. Alors là-dessus, une nouvelle bouteille de vin. J'ai dit, vous avez de la famille? Il me dit, oui, j'ai des enfants, j'ai une fille, j'ai un garçon. Et il m'a montré ses photos. Il a sorti son portefeuille. Il m'a montré les photos de sa femme, de sa fille, qui était d'ailleurs très jolie, de son garçon qui était plus jeune. Et puis sa carte, j'ai su de quel régiment il était, exactement. Du génie, n'est-ce pas? J'avais tous les renseignements. Tout, absolument tout. Sauf un. À Londres, on me demandait le numéro d'immatriculation de leur véhicule. J'ai jamais su pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Ils avaient un véhicule de service, c'est une camionnette, et ils voulaient savoir le numéro. Ça, je ne pouvais quand même pas lui demander, pas possible. Parce que là, le plus bête aurait compris que c'était pas normal que je demande le numéro de... Alors, je me suis levé très tôt le lendemain. Oui. Alors, d'abord, donc, nous sommes allés nous coucher. Et là, j'avoue que j'ai eu un moment d'hilarité, envie de rire. Je couchais dans la chambre, à côté de celle de l'adjudant-chef, qui ne s'est jamais douté qu'il avait affaire à un résistant. Alors, le lendemain, je me lève de bonne heure et je passe. J'avais laissé mon vélo dans le garage, l'immense garage où il n'y avait qu'une voiture, la voiture allemande.
Et là, j'ai fait le gars qui est pris de court. Vous voyez, une brusque envie d'uriner. J'ai pissé contre le mur et en même temps, j'ai appris par cœur le numéro d'immatriculation de la voiture. Ensuite, je suis allé à Chambaran, au plateau de Chambaran. Alors là, je savais que autour du camp, il y avait une zone interdite, en principe. Oh, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je risque? À vélo, toujours, en civil, bien sûr, pas d'armes, absolument rien de compromettant sur moi. Un journal, si, un journal plié dans ma poche, mais un journal collaborateur. À l'époque, c'était Gringoire. Et j'arrive sur le plateau, et tout de suite, je savais qu'il y avait un camp de prisonniers français qui se trouvait à gauche de la route. Et en face de moi, je vois 2 radars à une trentaine de mètres de distance l'un de l'autre. Et à côté du premier radar, il y avait une petite maisonnette. Et je m'arrête. Alors bien sûr, il est sorti, un Allemand est sorti de cette maisonnette et s'est dirigé vers moi. Il parlait, un jeune, parlait très bien le français. Il m'a dit, qu'est-ce que faites-vous ici? Je lui ai dit, ben, je me suis égaré. Je cherche la route de Taudur. Taudur est un village qui se trouve de l'autre côté, dans l'Isère. Chambaran est sur un plateau. Il faut redescendre. Il faut monter pour arriver à Chambaran, il faut redescendre de l'autre côté. Je vous dis tout de suite que je connaissais le coin beaucoup mieux que lui. Hein. Mais j'ai dit, voilà, je me suis égaré, je cherche la route de Taudur. Alors il me dit, alors il me montre, il m'a expliqué par où il fallait passer pour aller à Taudur. J'ai été obligé de continuer sur Taudur, bien sûr, parce que sinon il aurait trouvé bizarre que je fasse demi-tour, du moment que je cherchais la route de Taudur. Mais j'ai eu le temps de repérer exactement les emplacements des 2 radars, et comme j'avais la carte d'état-major de l'époque, qui était la carte au 80 millième, et je savais qu'à Londres, il l'avait aussi, ces cartes. D'ailleurs, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris pourquoi, sous l'occupation, on trouvait ces cartes en vente dans les librairies. Les Allemands ne se sont jamais inquiétés de la vente de ces cartes. Ils n'ont jamais pensé à interdire la vente de ces cartes. Donc j'avais des cartes, moi, de la région, bien sûr. Et alors, à l'aide des ordonnées, hein, abscisse et des coordonnées, j'ai pu indiquer exactement à 2 mètres près où se trouvaient les 2 radars au plateau de Chambaran. Et très fier de mon travail, j'ai envoyé le tout à Londres par l'intermédiaire du capitaine Messambaum. Une dizaine de jours après, un courrier est revenu. On m'a dit, c'est très intéressant ce que vous avez fourni, mais nous voulons savoir exactement le plan du camp de prisonniers. Combien il y a de baraquements? En quoi ils sont faits? En dur ou en bois? Combien il peut y avoir à peu près de prisonniers dans ce camp? Aïe, alors là, ça devenait un peu plus sérieux. J'ai eu de la chance, vous verrez pourquoi après. Donc, j'ai dit, il faudra que je prenne un congé. C'est là que se situe l'épisode de l'acide picrique. J'en parle avec Messambaum, qui était aussi un enseignant. Il continuait à enseigner à l'époque. Hein. Il était capitaine de réserve, mais il était toujours prof au collège technique de Romans. Il me dit, écoutez, je vais vous donner un truc qui était employé par les tirs au flanc en 1914. Vous absorbez de l'acide picrique, vous devenez jaune comme un citron, hein, et vous trouverez un médecin pour vous signer un certificat demandant un congé de maladie. Mais il dit, je ne sais pas quelle est la dose l'on peut prendre sans danger. Alors moi je suis allé voir le docteur Lémonon à Saint-Donat. Saint-Donat-sur-Rhône, sur l'Aire Basse, c'est le chef-lieu de canton. Je vais voir le docteur Lémonon, que je savais être de la Résistance. D'ailleurs, ses fils aussi étaient dans la Résistance. Son gendre, pharmacien, était dans la Résistance. Je ne les connaissais pas tous, mais je savais qu'ils étaient tous des résistants. Je vais voir le docteur Lémonon, qui a été d'ailleurs d'abord très étonné que je veuille
absorber de l'acide picrique, parce que normalement, ça ne se fait pas. Alors il m'a dit, attendez, je vérifie sur un livre de toxicologie ce que vous pouvez prendre dans la journée sans danger. Alors il regarde ça. Il me dit jusqu'à 1 gramme par jour, pas de problème, vous pouvez y aller, c'est pas dangereux. Alors il me fait une ordonnance, il me fait un certificat pour demande de congé de maladie, et je vais trouver le pharmacien qui habitait à côté. La pharmacie était à côté de son cabinet. C'était son gendre, Jean Sancel. Très étonné, il me dit, quoi? Des cachets d'acide picrique? Je dis oui. Alors il a fallu expliquer pourquoi je voulais de l'acide picrique. Alors il me prépare 4, vous savez, les cachets qu'on emboîte. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant. Des capsules. Plutôt. Des capsules, oui, ce sont des oui, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Ouais. Alors il m'en fait 4 d'un demi-gramme, ce qui faisait donc 1 gramme par jour, pour 2 jours. Oui. Alors j'en prends tout de suite, je fais partir la demande de congé avec le certificat médical. Le soir, j'en prends un deuxième. Le lendemain matin, je prends le troisième, et à midi, je prends le quatrième. Parce que le soir, on avait une partie de cartes, une partie de poker, avec des gens du pays, parmi lesquels il y avait des gens qui étaient plus ou moins suspects de collaboration. Et je tenais beaucoup à ce qu'ils me voient jaune. Parce que sinon, ils auraient pu se poser des questions. Mais, hein, dans un petit village. Alors, après le quatrième cachet, pas jaune du tout. J'étais pas jaune du tout. Bon, j'envoie mon futur beau-frère, hein, Roger Arnaud, dont le nom de pseudonyme est Rabel. Je lui dis, écoute, tu prends ton vélo, tu files à Saint-Donat, parce que moi je faisais classe ce jour-là, et tu me ramènes encore 4 cachets. J'en prends encore 2 dans l'après-midi. Alors le soir, alors là j'étais jaune. J'étais jaune, le blanc des yeux, les ongles, vous voyez, la peau. Et ça m'avait quand même un peu barbouillé. Pendant la partie de cartes, je transpirais à grosses gouttes. Hein. J'avais quelques nausées, un peu d'estomac qui est barbouillé. Bon, mais rien de bien grave. Et le lendemain matin, j'ai pris mon vélo. Alors, normalement, j'étais en congé à partir du lendemain. Je prends mon vélo et je rentre chez mes parents à Châteauneuf de Gallo. Pour une raison bien simple. C'est qu'en cas de contre-visite, on ne m'aurait pas trouvé tout de suite. Et on m'avait prévenu, on m'avait dit, si on analyse votre urine, on ne trouvera pas de la bile, comme dans la jaunisse, mais on trouvera de l'acide picrique. Et c'est tout de même pas normal qu'on trouve de l'acide picrique dans l'urine. Alors, le lendemain, je suis parti donc chez moi. Mais assez rassuré, parce que le lendemain matin, le lendemain de la partie de cartes, un des joueurs de la veille m'apporte, à la pointe du jour, m'apporte un grand pot de tomme fraîche, vous savez, le tomme de chèvre, hein, le fromage de chèvre, le fromage blanc de chèvre. Il me dit, c'est bon pour l'ictère, ça. J'ai dit, bon, ça va, ça y est, ils sont tous convaincus. Et puis, j'ai appris aussi par la suite qu'il y avait déjà des commères qui avaient dit, en mal de médisance, qui avaient dit, ah, si ce jeune homme buvait moins, il n'aurait pas déjà le foie tout peut affiner. Peut affiner, ça veut dire en très mauvais état. Et alors j'ai eu la chance. Je reviens maintenant au camp de Chambaran. Oui. J'ai eu une chance inouïe, c'est d'y aller un dimanche après-midi. Parce qu'en effet, si j'y étais allé n'importe quel autre jour de la semaine, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vous dis, je n'en reviens pas de la facilité avec laquelle j'ai pu faire mon enquête demandée par Londres, dans des conditions que j'aurais pu juger impossibles. J'arrive donc un dimanche après-midi, je contourne le camp de prisonniers, il y avait une grille, un grillage, mais il y avait des buissons qui avaient poussé tout le long. Et je vois à travers la frondaison, rien, pas un chat dans le camp, personne. Et même, je voyais en enfilade un des baraquements, je le prenais ma vue, et il était ouvert aux 2 bouts. Et je le voyais sur toute la longueur, il n'y avait personne à l'intérieur.
trouvé ça bizarre. Et je me suis arrêté, j'ai tendu l'oreille et j'ai entendu le bruit caractéristique que font les coups de pied sur un ballon de football. C'était un dimanche après-midi, il y avait un match de foot qui se trouvait plus loin sur un terrain de foot que je connaissais. Je savais qu'il y avait un terrain de foot plus loin, mais assez loin, plus de 100 mètres. Oui, peut-être même 150, je ne sais pas. Et là, j'ai jamais su, je ne suis pas allé voir, bien entendu. J'ai jamais su si c'était deux équipes de prisonniers qui jouaient l'une contre l'autre, ou deux équipes allemandes l'une contre l'autre, ou une équipe de prisonniers contre une équipe allemande, je ne suis pas allé voir. Par contre, vous avez pu... Mais je suis rentré dans le camp. Oui. Et je suis rentré dans le baraquement. C'était des baraquements Adrian. C'était, je ne sais pas si ça existe toujours. Avant la guerre, ça se faisait beaucoup pour des travaux qui ne duraient pas longtemps. Vous voyez, c'est facile, ça se démonte facilement. C'est d'ailleurs très bien. C'est en bois, c'est monté sur des plots en ciment, de façon à ce que l'eau puisse passer dessous. Et il y avait deux rangées de lits superposées. 12, 24, 24. Donc 48 lits par baraquement. Il y avait 5 baraquements. Ça faisait donc 5 baraquements, ça faisait donc 5 fois 48, ça faisait 240 places. Et j'ai sorti mon Gringoire, le journal collaborateur, et dans une page à l'intérieur, au crayon papier, au crayon noir, j'ai dessiné dans le texte écrit, directement dans le texte écrit, un plan très, très sommaire, mais en indiquant les distances à peu près. Et j'ai donné exactement, quelques mètres près, hein, le plan du camp avec tous les baraquements. Et j'ai envoyé ça à Londres. Mais alors, au moment de repartir, il y avait un baraquement tout à fait au bout, un baraquement à base carrée. Et il y avait une fenêtre ouverte qui donnait sur le camp de prisonniers. Je me suis approché et j'ai entendu parler allemand dedans. C'était le poste de garde. Mais comme il n'y avait plus de prisonniers dans le camp, il devait être en train, il va sembler entendre de bruit, il devait jouer aux cartes, boire de la bière, fumer de la cigarette. Il aurait suffi que l'un d'eux mette le nez à la fenêtre et il m'aurait vu en train de l'andouiller dans le camp. Hein. Et bon, là, à ce moment-là, j'étais pris. Mais personne ne s'est mis à la fenêtre. Mais je vous dirais que le dernier baraquement, je n'ai pas mesuré la longueur, la longueur de la base, hein, le côté de la base. Je suis reparti, voilà. Et j'ai envoyé le plan à Londres. Et le jour du débarquement, alors? Alors, le jour du débarquement, c'était le mardi 6 mai. 6 juin, je veux dire. Je l'ai su le dimanche, le 4. Mais... Vous l'avez su comment? Ah ben, je l'ai su par mon chef, toujours, qui m'a dit, c'est pour cette semaine. Mais, ah ben, il y avait les messages, vous savez, les messages qui étaient secrets, radio, oui. Bon, et moi, je n'avais pas capté. Et alors, il m'a dit, c'est pour cette semaine, on ne sait pas encore le jour, mais c'est sûr que c'est pour cette semaine. Il m'a dit, tenez-vous prêts, je vous avertirai dès que je le saurai. Et le lendemain, donc le lundi 5, on m'a dit, vers le milieu d'après-midi à peu près, on n'était pas nombreux à le savoir à ce moment-là, hein. J'ai su que le débarquement aurait lieu le lendemain, dans la nuit plutôt, du 5 au 6 juin, et que je devais, dès la pointe du jour, mobiliser mes hommes, distribuer les armes et prendre le maquis avec eux. Alors c'est là que le plan dont on a parlé tout à l'heure, le plan d'alerte, de mobilisation, j'avais des transporteurs, et des gens, à la campagne, il y avait beaucoup de gens qui avaient des cars, qui emmenaient des lignes régulières, ou alors qui emmenaient des gens au marché, à Romans, à Valence, vous voyez, les jours de grand marché. Et alors, tous, j'avais pris contact avec eux, et tous étaient d'accord pour rassembler, parce que j'en avais dans plusieurs villages, mes volontaires, il fallait les amener rapidement chez moi. Et
à 10 heures du matin, pratiquement, je les avais tous avec moi. Et toutes les armes étaient distribuées. Et mon chef, alors à ce moment-là, je ne dépendais plus de Vincent Baume, parce que Vincent Baume, lui, ne prenait pas un commandement de compagnie. Il allait monter au Vercors, il est monté au Vercors pour s'occuper des questions de sécurité. Bon, il avait donc, il faisait partie, si vous voulez, quand on avait la prévôté, vous voyez, le tribunal militaire, enfin tout ce qui était, oui, des questions de sécurité, de la milice. Bon. Donc, je n'avais plus rien à faire avec Vincent Baume, et j'avais un jeune chef, capitaine René Panger, qui était à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, et qui était venu me contacter, qui m'a dit, tu sais, quand tu auras mobilisé tes hommes, tu viendras avec moi, nous allons travailler ensemble. Et le 6 juin, je vais donc mes hommes rassemblés, je vais prendre contact avec René Panger, qui me dit, écoute, chez nous, c'est un peu encore le bazar, on n'arrive pas, c'est loin d'être terminé, il faut que tu mettes tout de suite un groupe sur la route de Tain, Saint-Donatin, et un groupe sur la route de Saint-Vallier, qui a eu d'ailleurs un petit accrochage avec une patrouille allemande qui n'a pas insisté. Et sur la route de Tain, il y a eu un incident assez curieux, assez amusant. Le groupe était confié à un sergent de réserve, mais qui avait mis sa tenue militaire, donc de ma compagnie. Et arrive un motocycliste, un vélomoteur, enfin à l'époque on disait motobécane, je crois, bon, qui arrive et qui s'est complètement mis le doigt dans l'œil, qui a cru que c'était de la milice. Ah, bonjour les gars, je ne savais pas qu'il y avait un barrage aujourd'hui sur cette route. Parce que le bonhomme en question était parti de Romans sans savoir que le débarquement avait eu lieu. Et alors, il se casse le nez donc sur notre groupe. Et le sergent a compris tout de suite la bévue que faisait le bonhomme. Il lui a dit, ah, parce que tu es des nôtres. Il dit oui, oui, et il montre la carte de milicien. Bon, alors, évidemment, le gars coincé, le vélomoteur barboté, il nous a servi après pour faire des liaisons, et il avait un revolver. Ce revolver a été mon arme d'officier de réserve, parce que je l'avais bien en main. Et le bonhomme, en faire quoi? J'aurais pu, un milicien, on avait le droit de les fusiller. Bon, quand on était sûr que c'était des miliciens. Mais moi, fusiller un milicien, sans savoir s'il a fait vraiment des mauvaises actions, non. Alors je l'ai gardé avec moi. Il est monté au Vercors. Et il est resté avec nous pendant toute la campagne du Vercors. Il aurait pu s'échapper 20 fois. Il s'en est bien gardé, parce qu'il risquait de tomber soit sur une patrouille allemande, soit sur des résistants moins compréhensifs que moi, que nous, parce qu'à ce moment-là, je ne commandais plus directement la compagnie, parce que, après le 6 juin, ma compagnie s'est réunie avec celle de Tain, une compagnie qui venait de Tain-l'Hermitage, qui avait été créée par le capitaine de réserve, Marc Chapoutier, qui vit toujours, il est âgé d'ailleurs, beaucoup plus de 80 ans. Et Marc Chapoutier avait été dénoncé. Et il était recherché par la milice et la Gestapo, il avait dû s'enfuir, il était allé à Lyon, où il a continué la résistance dans la région lyonnaise. Et sa compagnie, qui n'était pas très nombreuse, enfin, quelques éléments, était pris en charge par un de mes camarades, mais qui était, lui, à l'époque, officier d'active. Il était lieutenant. Moi, je n'étais que sous-lieutenant. Donc, nous avons réuni nos deux unités, celle de Tain-l'Hermitage et la mienne, pour former la 5e compagnie du 2e bataillon, avec pour chef de compagnie, de commandement de compagnie, Edmond Sabatier, lieutenant Edmond Sabatier, mon nom, son pseudonyme, et moi j'étais son adjoint. Et le 29 juin, nous avons pris la route du Vercors, de nuit bien entendu, avec tous les risques que cela comportait. On risquait de tomber évidemment sur des patrouilles allemandes. Tout s'est bien passé. Et nous sommes arrivés, non pas à l'emplacement que j'avais étudié avec Vincent Baume, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la montagne de l'Écharasson, où on aurait pu interdire l'accès
au plateau du Vercors. On nous a mis à Rochinard, presque dans une cuvette. Bon, c'était, à mon avis, c'était une erreur, mais enfin, c'est pas moi qui avais organisé, je n'étais que adjoint au commandant de compagnie, je ne faisais pas partie de l'état-major du Vercors, pas du tout. Et là, je signale simplement qu'on avait mis des groupes de combat, des sections, passent à l'ouest, en particulier la route qui part de Bourg-de-Péage et qui arrive à Saint-Nazaire-en-Royan. Je ne sais pas si vous voyez où se trouve cette route, sur la rive gauche de l'Isère. Et j'avais un groupe qui battait cette route, qui empêchait tout passage. Mais la compagnie, quand il y a eu l'attaque du Vercors, la compagnie a été attaquée par une unité allemande qui venait non pas de Bourg-de-Péage, mais de l'autre côté, c'est-à-dire de Grenoble. Bon, alors là, nous entrons maintenant dans l'histoire du Vercors, et je crois que je vais m'arrêter. Ah oui, oui. Là, il faudrait que... Oui, là, il faut dire, oui. J'avais donc 110 hommes au 6 juin. Parmi ces 110 hommes, j'avais des cultivateurs, propriétaires de fermes, et il y avait la moisson. Quand ils ont su que la compagnie était destinée à aller au Vercors, ils ont dit non, on ne peut pas laisser nos femmes et nos enfants seuls à la ferme et les moissons. On ne va pas laisser perdre des récoltes de blé à l'époque où on manque de pain en France. Alors, je leur ai laissé leurs armes individuelles et ils sont rentrés chez eux en leur disant, écoutez, vous rendrez les services que vous pourrez sur place. Il y aura d'autres maquis dans le nord de la Drôme. Bon, vous ferez des transports, vous ferez... Bon. Donc j'ai perdu déjà une dizaine d'hommes dans le courant du mois de juin. Puis j'ai été contacté par un de mes camarades de Saint-Donat qui était... je savais qu'il était communiste, mais j'ignorais à l'époque, au début tout au moins, j'ignorais qu'il y avait deux armées résistantes. L'AS, l'armée secrète, et les FTP, si vous voulez, l'armée communiste. Et ce camarade, que je connaissais bien, pour lequel j'avais beaucoup d'estime d'ailleurs, est venu me trouver. Nous étions dans les forêts, vous voyez, au nord de la Drôme, et il vient me trouver, il me dit, tu aurais peut-être des hommes qui viendraient chez nous dans les FTP. Je ne savais pas trop quelle attitude prendre. Et nous avions ce jour-là la visite d'un capitaine anglais, le capitaine Martin, dont la mission était d'aller d'un maquis à un autre pour se renseigner de l'état d'esprit, de l'armement, de tout ce qui pouvait intéresser Londres. Hein. Et ce jour-là, il était chez moi. Et je lui dis, quelles sont les consignes dans ce cas-là? Alors je lui ai expliqué, il m'a dit, écoutez, si vous avez des hommes qui partent, qui veulent partir, vous ne pouvez pas les empêcher. Vous leur laissez des armes individuelles, mais vous gardez les armes collectives, c'est-à-dire les mitrailleuses, les fusils mitrailleurs, vous gardez les véhicules, vous gardez le gros du matériel, mais vous laissez partir ceux qui veulent aller rejoindre les FTP. Bon, et ce camarade de Saint-Donat me dit, écoute, si tu veux venir chez nous, je te fais nommer commandant tout de suite. Parce que dans les FTP, nous n'avons pas d'officiers, ni d'actifs, ni de réserve, nous n'avons pas suffisamment d'officiers. Toi, tu as fait les classes entre 9 et 40, je te fais nommer commandant, tu commanderas le bataillon FTP. Alors moi, je lui ai dit, écoute, je travaille depuis plus de 2 ans avec Vincent Baume, maintenant avec le capitaine René Franger. Ce sont des camarades à moi, ce sont des camarades. Je ne vais pas les laisser tomber à la dernière minute. Non, je ne peux pas. Alors on a réuni les hommes, il y en a il m'en restait une soixantaine, il y en a un peu moins de 40 qui sont partis, je crois, un peu moins de 40 qui sont partis dans les FTP. Et ce qui me restait,
une soixantaine, une bonne soixantaine, s'est réunie avec un peu plus de 40 qui venaient de Saint-Hermitage. Et c'est là que nous avons formé cette 5e compagnie. Et à ce moment-là, lorsqu'elle a été formée, avant que nous partions au Vercors, nous avons reçu des volontaires qui sont venus de la région du canton de Tain, qui ont su que Edmond Sabatier, que Henri Chausson était dans le nord de la Drôme, avait formé une compagnie et qui sont venus nous rejoindre. C'était en 43, 44? Ah, c'était en 44, c'était au mois de juin 44, c'était après le débarquement. D'accord. C'était donc entre le 6 juin et notre départ pour le Vercors. Une période d'organisation, où on organisait. Alors, nous avons formé une compagnie, donc, avec Edmond Sabatier, et la compagnie Piron de Romans, qui était également destinée au Vercors, se trouvait également dans le nord de la Drôme, dans les forêts. Nous étions dans les forêts, dans les fermes abandonnées à l'époque, et nous attendions l'ordre de partir au Vercors. Et nous sommes partis au Vercors à peu près en même temps, le 29 juin 1944, pour rejoindre nos emplacements au Vercors. Et dans votre période de résistance, est-ce que vous avez été dénoncé? Oui, alors j'ai été dénoncé par le maire de la commune, qui était un notable. De commune de Marsat. La commune de Marsat. Il était conseiller général, il était maire, c'était un notable, il avait la Légion d'honneur depuis 35 ans. Mais il n'a pas osé aller directement. Il y avait un bureau de la milice à Valence. J'avais l'adresse, je l'ai oubliée. Et il y avait aussi un bureau de la Gestapo. Il n'a pas osé aller directement, il avait peur qu'on le voie sans doute, je suppose. Il a essayé de me voir par la bande, pas directement. C'est-à-dire Et alors il m'a dénoncé d'abord à la gendarmerie de Saint-Donat. Seulement il ignorait une chose, c'est que les gendarmes de Saint-Donat étaient pour la résistance. Et à quelle époque? Ah, ça, c'était bien avant le débarquement. Oui. C'était dans le courant de 44, vous voyez. Alors les gendarmes de Saint-Donat m'ont fait prévenir. Ils ne sont pas venus parce qu'eux aussi se seraient mouillés s'ils étaient venus eux-mêmes. On se serait demandé pourquoi ils venaient me voir. Alors ils ont envoyé un gamin pour me dire, voilà, monsieur, je viens vous avertir de la part des gendarmes que vous êtes dénoncé. Bon. Et les gendarmes de Saint-Donat, pas tous, mais une bonne partie, nous ont rejoint notre 5e compagnie, et l'adjudant-chef Fabre, qui commandait la brigade de Saint-Donat, était le chef de section de mitrailleuses de notre 5e compagnie au Vercors. Deuxième dénonciation, l'inspecteur d'académie. J'étais instituteur à l'époque. Et l'inspecteur d'académie était un nouveau. Donc, nouvel inspecteur d'académie, ça pouvait signifier qu'il était pour la collaboration. Pas du tout. Alors, je reçois une lettre, et ce qui m'a mis à l'aise, enfin, ce qui m'a rassuré, c'est que cette lettre n'était pas enregistrée, il n'y avait pas de numéro, c'est une lettre administrative, porte un numéro de départ. Bon. Pas de numéro, pas tapé à la machine, écrite à la main et signée de sa propre main. Il me convoquait pour un jeudi après-midi à son bureau. J'ai pris mon vélo, je suis allé à Valence, et dès que je suis rentré, il m'a mis tout de suite à l'aise. Il m'a dit, alors jeune homme, on a des activités qui ne sont pas tout à fait scolaires à votre coin. Alors, ben, évidemment, j'ai compris que tout allait pour le mieux. Alors il m'a dit, asseyez-vous. Il m'a dit, vous êtes dénoncé. Vous êtes dénoncé pour une activité qui est... Hein. Oui. Bon, je lui ai dit, mais je voudrais connaître le nom du dénonciateur. Il m'a dit, je vous le donne à une condition. C'est que vous me donniez votre parole, que vous ne ferez rien contre lui jusqu'à la libération. Alors j'ai donné ma parole, bien sûr. Il m'a dit, ben, c'est votre maire qui est venu, et il était assis là où vous êtes assis en ce moment. Et le fait d'avoir donné ma parole, ça a sauvé la vie au maire. Parce que quand les hommes ont su que c'était encore lui qui me dénonçait, ils avaient déjà projeté, à mon insu, d'aller le cueillir au petit matin, de l'emmener dans la combe du Chaloret qui est très encaissé, 2 ou 3 balles dans la tête, et hop, c'était le règlement qu'on appliquait habituellement, hein, parce que c'était dangereux. Bon.
J'ai dit non, non, vous ne ferez rien contre lui, parce que j'ai donné ma parole. Il m'a dénoncé une troisième fois au préfet Cousin. Cousin, c'est son nom. Lui aussi nommé par Vichy. Donc, on pouvait penser qu'il était pour la collaboration. Il avait été nommé par Vichy. Pas du tout, il était pour la résistance. La preuve, c'est que quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, il a été à son tour déporté. Il en est... Oui, alors je disais, le préfet Cousin a été déporté, il en est revenu tellement diminué physiquement qu'il n'a jamais pu reprendre aucun travail. Et alors le préfet Cousin, c'était très grave la troisième dénonciation, parce que j'étais dénoncé en même temps que le capitaine Vincent Baume. Et si nous avions été pris tous les deux, sous la torture, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Hein. Malgré des... Hein, bien sûr, on assure qu'on ne dira rien, hein, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, c'était très grave parce que Vincent Baume et moi, pris, nous mettions en danger toute l'organisation du réseau de renseignement Nestlé Remède, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le préfet Cousin a fait prévenir Vincent Baume par l'intermédiaire du commissaire de police de Romans, qui était avec nous. Et c'est Vincent Baume qui m'a prévenu, à mon tour, il m'a dit, voilà, nous avons encore été dénoncés par le maire de Marsat. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite parce que là, le maire de Marsat a compris qu'il y avait quelque chose hein, ces trois dénonciations n'avaient abouti à rien du tout. Alors il s'est posé des questions. Il s'est dit, ça va finir par mal tourner pour moi, sans doute. Et le jour du débarquement, le 6 juin, je me suis mis en tenue, donc le matin, je recevais mes hommes que je rassemblais. Mes élèves, je les ai envoyés à l'école de filles. Ma collègue savait d'avance que ce jour-là, elle aurait les deux classes réunies, garçons et filles. Et j'ai fait mettre un planton devant la mairie et un autre devant la poste pour que personne ne vienne téléphoner. Et le maire qui habitait en haut du village descend, furieux. Quelqu'un avait dû le prévenir et me dit, de quel droit vous fermez la porte de ma mairie? Je lui ai dit, monsieur, vous n'êtes plus maire à partir d'aujourd'hui. C'est terminé. J'avais le droit, c'était pas Vichy qui me donnait ce droit, c'était évidemment Alger. Hein. J'avais le droit de le mettre à la porte parce que les conseils municipaux qui étaient pour la collaboration étaient automatiquement remplacés par des comités de libération. Voyez-vous, qui étaient... alors là, la nomination se faisait au petit bonheur la chance. Hein, alors là, pour Marsat, donc je dis au maire, c'est terminé, vous n'êtes plus maire. Et c'est moi qui ai nommé le président du comité de libération, c'était un homme âgé, un ami qui tenait un café d'ailleurs, à Marsat. Et je lui ai dit, donc tu veux bien être président du comité de libération et tu formeras toi-même ton équipe. Et quant à la libération, je suis rentré à Marsat, nous nous sommes mariés. Et nous sommes mariés le jour où on a arrêté le maire. Parce que, évidemment, j'avais fait un rapport. Il a été arrêté le jour où nous nous marions. Et nous avons été mariés par le président du comité de libération. Et nous nous sommes demandé, par la suite on a su que c'était valable, mais nous nous sommes demandé si c'était valable parce que c'était pas un maire élu. Hein? C'était un bonhomme que j'avais nommé moi-même. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Ah oui, le contrôle des battages, ça c'est un incident, c'est un épisode plutôt, en 1943, oui. Les Allemands s'étaient aperçus que les paysans ne livraient pas tout leur blé. Ils en mettaient tous de côté. Quelquefois, ils allaient trop loin, ils en mettaient trop de côté.
parce que les Allemands n'étaient pas tombés dans la dernière pluie. Ils savaient que tant d'hectares emblavés, ça devait donner à peu près tant de quintaux de blé. Alors ils avaient organisé en 1943 un contrôle des battages. Il fallait trouver des contrôleurs. Contrôleurs, ça ne pouvait être que des Français, bien sûr, ça ne pouvait pas être des Allemands, qui n'auraient rien compris du tout. Alors, qui? Ça peut être des officiers ou des sous-officiers qui étaient en congé parce qu'il n'y avait plus d'armée. Ça peut être des chômeurs, ça peut être des enseignants qui étaient en congé, normalement, de congé de grandes vacances. Alors moi, je me suis présenté. Il y a eu 3 sortes de contrôleurs. Il y a eu quelques-uns, mais ils étaient peu nombreux, qui y sont allés pour faire du contrôle sérieux pour les Allemands. En général, ça s'est mal terminé pour eux, en général. Bon, parce que les paysans n'admettaient pas ça. Il y a eu la deuxième catégorie, c'est ceux qui avaient faim, qui venaient de la ville, et qui savaient qu'à la batteuse, on mangeait bien, parce qu'il y avait au moins 4 ou 5 repas dans la journée. Il y avait le premier petit déjeuner, il y avait le petit déjeuner à 9h, 8h30, 9h, il y avait le déjeuner qu'on appelait le dîner à midi, il y avait le goûter à 4-5h, il y avait le repas du soir. Et c'était toujours des repas plantureux, avec des lapins, du poulet, de l'oie, du canard. Hein. C'est-à-dire on mangeait bien. Et puis, moins nombreux sans doute, il y avait ceux qui, comme moi, ont dit, mais ça serait peut-être l'occasion de faire mettre du blé de côté avec l'accord des paysans, suivant leur surface emblavée, suivant le rendement moyen de la région, parce qu'il ne faut pas exagérer. Je leur avais dit, alors tout de suite, je leur ai dit, voilà, suivant ce que vous avez comme blé, je peux vous accorder entre, je ne sais pas moi, entre 10 et 15% de blé qu'on mettra de côté. Si vous avez 10 hectares et que vous ayez une récolte très élevée, bien supérieure à la moyenne, on pourra en mettre un peu plus de côté. Mais je lui ai dit, attention, moi aussi j'ai mes pauvres à nourrir. Alors sur ce que vous mettrez de côté, vous en mettrez un petit peu à gauche, je viendrai chercher. Alors ils avaient tout de suite compris pourquoi c'était. Évidemment, c'était pour nourrir toujours les réfractaires au STO. Et toute la campagne s'est donc passée comme ça. J'ai fait mettre de côté, alors pour les paysans, et sur ce lot, un peu pour nous. Et de nuit, après, en automne, je me rappelle, c'était la nuit, et plusieurs nuits de suite, avec la pluie, d'ailleurs, une pluie battante. Toujours avec le cheval, la petite charrette aux roues caoutchoutées, notre petite équipe de 4, un qui marchait devant avec une lampe électrique, et puis les autres qui arrivent derrière. Et en 2 fois, nous avons ramené tout ce que j'avais fait mettre de côté, et qui partait donc au Vercors, toujours transporté par Madame Suzanne avec sa camionnette. Alors ce blé était stocké chez le Paul Richard, dans la ferme de Paul Richard. Voilà l'histoire du contrôle des battages. Alors j'ai appelé mission impossible ce qu'on, de nos jours, on appellerait une bavure de la résistance. Cette bavure est très peu connue. Voilà ce qui s'est passé. Nous étions au Vercors, nous étions à Rochinard. C'était en quelle année? En 1944? Ah, c'est en 1944, c'est donc après le débarquement, bien sûr, c'est après même après le 28. C'était au mois de juillet, vers la mi-juillet, oui. Et nous recevons l'ordre, ou plutôt le capitaine Fanger, dont je vous ai parlé tout à l'heure, reçoit l'ordre d'envoyer 2 officiers dans la plaine, dans le nord de la Drôme, pour mobiliser des jeunes des classes 40 et suivantes dans les cantons de Tain et de Saint-Donat. C'est moi qui suis désigné avec un de mes camarades qui s'appelle Yves Simon, pseudonyme Yves. Moi, le mien, c'était Mick, parce que j'étais connu sous le nom de Mick dans la résistance.
Et nous voilà donc tous les deux. Bon, on ne s'est pas posé de questions. Hein. On ne s'est pas posé de questions. On avait reçu un ordre. Nous avons emprunté des vélos pour descendre. Et nous sommes retrouvés à Saint-Donat. Et là, nous nous sommes répartis les tâches. Mon camarade Yves a pris le canton de Saint-Donat. Moi, j'ai pris le canton de Tain. Nous avions des imprimés tout près. Et nous passions dans les mairies avec le registre d'état civil, tous ceux qui étaient nés après 40, 41, 42, mobilisés. On nous avait dit n'en amenez pas plus de 200 ou 300, hein, un nombre limité bien sûr. Et nous avions donc commencé notre travail de recrutement. Et tous les soirs, nous nous retrouvions à Saint-Donat pour parler de ce que nous avions fait dans la journée, pas d'incident, bon, comment ça s'était passé. Lorsqu'un jour, nous avons appris que le Vercors était encerclé. Alors là, à partir de ce moment-là, nous avons pris nous-mêmes, tous les deux, la décision de suspendre complètement la mission qui nous était confiée, de repasser dans toutes les mairies où nous étions allés et où nous avions distribué des ordres de mobilisation et de tout annuler. Et de repartir tous les deux immédiatement au Vercors. C'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de passer nous avons franchi l'Isère vers l'est, c'est-à-dire vers un village qui s'appelle la Saône, par un bac. Et nous nous sommes retrouvés dans un village qui s'appelle Presles, et où se trouvait la compagnie Piron de Romans, cette compagnie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était donc une compagnie qui était montée en même temps que nous au Vercors. Et dans cette compagnie, nous avons appris que de là, nous ne pourrions pas rejoindre la compagnie Sabatier, la 5e compagnie, parce que la région comprise entre Saint-Jean-en-Royan, entre toute cette région-là, Saint-Jean-en-Royan, toute cette vallée était occupée par les Allemands, donc nous ne pourrions pas passer. Alors, avec Yves Simon, nous sommes donc redescendus par où nous étions venus, avec une section de cette compagnie Piron, qui était de Romans, commandée par nos camarades Taravello. Et de nuit, en fin de nuit, nous sommes repassés par où nous étions venus. Mais le bac se trouvait de l'autre côté de l'Isère, sur la rive droite, et Yves Simon a piqué un plongeon, il est allé récupérer à la nage le bac qui était de l'autre côté. Il l'a ramené, nous avons pu passer sur la rive droite, et nous avons appris, quelques jours après, que les Allemands, ce jour-là, avaient fermé définitivement le passage du bac. Alors là, nous nous sommes retrouvés à Saint-Donat, et nous sommes repartis pour le Vercors, mais alors plus à l'ouest, du côté de Austin, la Baume d'Austin, le Barbière, enfin dans cette région à flanc du Royan. Et là, nous avons échappé vraiment je me demande comment nous avons pu d'ailleurs en échapper. D'abord, il y avait un jeune que nous avons trouvé en cours de route. Il avait 19 ans, je ne me souviens pas du tout de son nom. Il nous a dit, je voudrais monter au Vercors pour me battre. Bon, on lui dit, bah, écoute, tu viens avec nous. Mais on dit qu'on te prévient, ça va être dangereux, parce qu'il faut franchir la ligne. Les Allemands tenaient toute la route qui borde le Vercors. Et je dis, il faudra franchir cette route. C'est pas sûr que ça soit facile. Ça a été relativement facile, parce que il y avait 2 femmes qui étaient, d'après ce qu'elles disaient, en villégiature, en vacances. C'était des femmes d'officiers qui faisaient passer. Et il y en a une qui nous dit, attendez une minute, hein, quand elle a vu que nous arrivions, elle a dit, attendez, parce qu'il y a des patrouilles constamment qui passent sur la route, et entre 2 patrouilles, je vous ferai passer. Effectivement, nous avons franchi la route, nous sommes retrouvés donc vers l'intérieur, du côté Vercors. À ce moment-là, nous avons été repérés par une patrouille allemande qui a quitté la route, a pris un petit chemin de terre, un peu dans notre direction, mais qui ne savait pas exactement où nous étions, qui ne savait pas combien nous étions,
si nous étions armés ou pas. Et pour nous faire lever, ils ont bien pensé que nous devions être planqués quelque part. Ils se sont mis à tirer à la mitrailleuse. Bon, toutes les balles nous sont passées au-dessus de la tête. Et le jeune homme qui était avec nous, quand ça s'est mis à tirer, il a dit on va se rendre. Je lui ai dit non, malheureux. Si on se rend, on sera fusillé tout de suite. Je l'ai tenu par le col, par le col, le nez par terre, tu ne bouges pas. Alors une des femmes qui était là, tout en croquant une pomme, est venue et a dit mais pourquoi vous tirez comme ça aux Allemands? Pourquoi vous tirez comme ça au hasard dans la nature? Il n'y a personne. Il dit si on a vu passer quelqu'un, vous vous trompez. Nous circulons dans le coin, mais bon. Alors les Allemands se sont tirés et nous avons continué. Bon, donc tout s'est bien passé. Mais vous vous rendez compte, la bavure, la mission impossible. Pendant que nous étions en train de mobiliser nos gars, il suffisait qu'un des secrétaires de mairie, ou un maire, ou le père d'un des jeunes garçons, qui n'était pas volontaire, il suffisait que l'une de ces personnes téléphone à la Gestapo ou à la milice. Yves Simon et moi, nous nous faisions cueillir comme des... Hein, nous étions absolument sans défense, nous n'avions pas d'armes sur nous, nous étions en civil, pas d'armes, rien du tout. Hein, c'était la torture, fusillé ou déporté. S'il n'y avait pas eu ça, supposons que ça réussisse, qu'on rassemble 100 ou 150 ou 200 bons hommes, qui ne sont pas des volontaires, sans armes, et les amener au Vercors, à pied. Comment on aurait fait passer des lignes? C'était aberrant comme mission. C'était extrêmement dangereux. Ça pouvait se terminer par une catastrophe. Ou bien Yves Simon et moi, la mort ou la déportation, ou alors 150 jeunes qui n'étaient même pas volontaires, qui tombent entre les mains des Allemands et qui auraient été fusillés ou déportés. Ça a été... Je n'ai jamais su, enfin, je crois savoir qui a donné l'ordre, mais je n'en suis pas sûr. C'est pour ça que je ne donne pas de nom. Mais c'était une erreur monumentale. Ah oui, il y a eu des bavures, bien sûr. Enfin, cette bavure-là, c'est bien terminé. Hein. Voilà, et bien je crois que j'en ai terminé moi aussi. Alors en conclusion, qu'est-ce que... Eh bien en conclusion, vous voyez... 50 ans après. C'est une aventure de jeunesse qui, je crois, qui nous a tous marqués profondément. Je ne sais pas comment je pourrais terminer ça, comment vous dire. Je suis resté longtemps d'ailleurs sans en parler parce que en 1945 nous sommes partis en Afrique. J'ai demandé un détachement en Afrique et nous sommes restés 30 ans en Afrique. Ma femme et moi et nos enfants. Et ce n'est qu'au retour, donc il y a 20 ans de cela, que j'ai renoué des contacts avec des camarades que je n'avais jamais vus depuis, en particulier Edmond Sabatier, qui était mon chef direct, René Fangé, qui est mort maintenant, Sabatier est mort aussi, le capitaine Vincent Baume, qui est décédé il y a 10 ans. Non, il y a 10 ans, oui, il est décédé, oui. Mais, puis d'autres camarades que j'ai retrouvés depuis. Et ce n'est que depuis 20 ans que j'ai repris contact avec des camarades de la Résistance. Alors maintenant, nous sommes presque tous, oui, même tous, à la retraite. Et c'est pour cela que nous pouvons davantage nous occuper de ces problèmes-là avec 50 ans de retard, bien sûr. Et c'est pour ça que nous avons pu écrire un livre avec Marcel Desgranges et Pierre Leport, qui eux sont restés dans l'armée. Pierre Leport est colonel à la retraite et Marcel Desgranges commandant. Nous avons mis 3 ans pour écrire ce livre. Ça nous a demandé énormément de réunions, de travail, de recherche, de confrontation, de vérification. Voilà. Et nous
nous laissons quelque chose pour les jeunes qui ne connaissent pas beaucoup cette période, parce que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qui s'est passé exactement, pour la bonne raison qu'on ne leur en a pas parlé. Dans les programmes d'histoire, enfin maintenant, on commence à en parler. Mais pendant longtemps, on en parlait très peu. On en parlait très peu pour une raison bien simple. C'est que tout compte fait, comme résistant actif, je dis bien actif, nous n'avons pas été tellement nombreux. Nous avons eu beaucoup de sympathisants. Sinon, vous savez, la résistance, c'est un mouvement insurrectionnel, c'est une rébellion. Ça ne peut réussir, comme toutes les insurrections, que si on a l'appui du pays, de l'infrastructure, si on a l'appui des gens du pays. Si on n'avait pas eu l'appui des gens, on n'aurait pas pu nous nourrir. Notre mission aurait été, n'ont pas été faisable. Mais, comme résistants actifs, nous n'avons pas été très nombreux. Heureusement que les Allemands ont eu la mauvaise idée de créer le STO, le service du travail obligatoire. Parce qu'en créant ce service, ils nous ont envoyé des volontaires. C'est ce que disait d'ailleurs un des responsables du Troisième Reich, je ne me rappelle plus lequel, si c'est Goebbels ou un autre, qui a dit on a eu tort de créer le STO parce que toutes les fois qu'on en convoque 500, il y en a 499 qui vont dans le maquis. Et il avait raison. Donc pas tout à fait. Il n'y en avait pas 499 sur 500. Mais il y en avait au moins 350 ou 400 qui sont venus chez nous. Voilà, j'en ai terminé.